Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Diagonale. Nous recevons aujourd'hui l'ancien ministre chargé des relations avec les institutions, ancien ministre également des Travaux publics et député, ancien député à l'Assemblée nationale, Gustave Selon. Gustave Selon, bonjour. Bonjour, monsieur Mitokwe. Avec vous, nous parlerons de l'actualité liée à la révision de la Constitution. C'était le 1er novembre dernier. Nous parlerons également de tout ce qui se passe actuellement au sein du bloc républicain, dans la perspective notamment des élections communales. Léon Dosso, bonjour. Bonjour, Charles Mitokwe, monsieur Gustave Selon, bonjour. Bonjour, monsieur Léandre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ça fait plaisir. Nous allons démarrer cet entretien par la modification constitutionnelle et au titre des réformes majeures contenues dans cette loi, dans cette nouvelle loi, dans cette modification. Il y a le ticket présidentiel. Les uns pensent que c'est une avancée démocratique, les autres estiment que cette réforme manque de pertinence. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci beaucoup. Merci de me faire l'honneur de me recevoir sur votre plateau. Je crois que j'ai suivi le premier numéro et j'avais trouvé ça vraiment assez pertinent. Non, par rapport au ticket présidentiel, je crois que c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Et il faudrait... Les gens font la confusion par rapport au régime présidentiel. Nous sommes toujours dans le régime présidentiel, pas dans le régime semi-présidentiel. Et chez nous, la conception du vice-président n'est pas un poste qui est institutionnalisé. Si vous observez bien, lorsqu'on prend par exemple les élections communales, municipales, législatives, tout candidat a un suppléant. Mais personne ne s'occupe de son suppléant. Et le titulaire et le suppléant n'existent pas ensemble. Vous ne voyez apparaître le suppléant que lorsque le titulaire est absent. Donc, je crois que c'est ce schéma qui a été conceptualisé au niveau du président de la République. Parce que pour l'élection présidentielle, les candidats n'ont pas de suppléant pour les présidents de la République. Donc, j'ai compris que c'est une nouveauté. Ça a été créé sous cette forme. Le vice-président, dans notre contexte actuel, c'est simplement le suppléant du président de la République. Donc, les deux ne sauraient exister simultanément. C'est ce qui a fait que on n'a pas trouvé d'attribution au vice-président, etc. Mais ce qui est bien, pour que ce vice-président ne soit pas oisif, on a estimé qu'il pouvait s'occuper de la grande chancellerie. Et c'est pourquoi je dis que c'est une innovation. Et je suis convaincu qu'au niveau du droit constitutionnel, ça fait encore une nouvelle théorie que les gens doivent intégrer. Que dans un régime présidentiel, qu'on puisse prévoir ce mode-là pour permettre la pérennisation des élections groupées. Bon, je crois que c'est sous cette forme que Vous dites que c'est une avancée, c'est vrai. Donc vous dites que c'est une nouveauté. Oui, oui. Une nouveauté Qui fera école. D'accord. Ouais. Beaucoup estiment d'ailleurs que ce n'est même pas une avancée parce qu'on pourrait assister à des conflits entre le vice-président et le président. Dans d'autres pays, on a vu la situation. On a vu par exemple au Nigeria où quand l'ancien président non, justement, était malade par exemple, le vice-président a pris beaucoup de décisions qui ont été ensuite remise en cause. Est-ce que nous ne risquons pas d'assister à ce cas par exemple? Et puis l'autre chose, c'est vrai que le vice-président est élu, mais le président de la République peut décider de mettre fin à ses fonctions, ce qui pourrait ouvrir un conflit. Non, justement, c'est ce que je vous dis. Si vous faites on dit qu'on compare deux choses comparables. Si vous vous mettez à faire cette comparaison, ça veut dire que nous sommes dans le même régime. De l'autre côté, c'est un régime semi-présidentiel, où le vice-président, c'est un poste institutionnalisé, avec des attributions claires. Mais dans nos cas cohésants, je vous dis de considérer le vice-président, ce n'est pas un poste qui est institutionnalisé. Il est dans l'ombre du président de la République. Il n'existe pas. C'est-à-dire, il ne va exister que lorsque le président de la République n'existe pas. C'est pourquoi je dis de comparer ça comme le titulaire et son suppléant. Donc, il ne saurait y avoir de conflit. Donc, non seulement c'est une nouveauté, mais c'est aussi une
je dirais, une avancée, une amélioration de régime présidentiel. Et c'est pourquoi je dis que cette nouveauté elle devient une nouvelle doctrine. Mais pendant longtemps, hein, les maires ont toujours des suppléants. Non? Mais il y a des maires qui sont là depuis 15 ans. Est-ce que vous voyez leurs suppléants? Ça n'existe pas. On ne peut pas faire cette comparaison au niveau communal. Le maire aussi, c'est le président de la République au niveau local. C'est la même chose. Et c'est pareil pour les députés. Donc c'est pourquoi je dis, le monde n'est pas statique. Et toutes les théories sont remises en cause. C'est pourquoi je dis, c'est une nouveauté. Ça va faire certainement école, on va expérimenter, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais faire une expérimentation dans le contexte, dans le cadre de la loi fondamentale, est-ce que cela ne poserait pas un petit problème? Parce qu'une innovation, peut-être, d'accord, une innovation, mais en quoi cette innovation est pertinente? En quoi cette innovation était nécessaire? C'est là la grosse question. Non, elle est pertinente parce que ceux qui l'ont conçue ont estimé que lorsque désormais nous avons fait l'alignement des élections, où nous avons dit que tous les mandats sont à 5 ans renouvelables et qu'on aura une année électorale pour qu'il n'y ait pas de cassure, parce que dans l'ancien système, lorsqu'il y a vacance de pouvoir, dans l'un ou l'autre cas, c'est le président de l'Assemblée nationale ou le président de la Cour constitutionnelle qui assure l'intérim et qui organise les élections présidentielles dans un intervalle de 40 jours. Mais s'il l'organise, c'est qu'on redémarre un nouveau cycle. Donc ça va fausser l'option qui a été choisie de grouper les élections. Donc je dis, les gens ont réfléchi sous cette forme. Il peut y avoir, bon, ils ont proposé, c'est-à-dire ils ont analysé plusieurs variantes, hein, et on pouvait bien sûr dire que le président de l'Assemblée nationale conserve le pouvoir pour le reste du mandat, c'est possible aussi, on pouvait le faire ainsi. Mais c'est pourquoi je trouve que c'est une innovation de dire, mais si pour toutes les autres élections, tout candidat a un suppléant, pourquoi les élections présidentielles, le candidat aux élections présidentielles n'a pas de suppléant? Créons ce poste. Ça a été créé pour que ce ne soit pas totalement aussi oisif. Et on dit, il s'occupe de la grande chancellerie. L'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un monstre à deux têtes? Non, c'est un peu ce que vous disiez. Je suis obligé de faire la comparaison. Il n'existe pas. S'il n'existe pas, pourquoi le créer? Non, je dis, le titulaire et le suppléant ne peuvent exister simultanément. Dans le contexte actuel, le président et le vice-président ne peuvent exister simultanément. Donc, lorsque le président est là, nous n'avons pas de vice-président. Donc, ce n'est pas... Au fait, et lorsque vous allez aux élections et que vous acceptez d'être vice-président de quelqu'un, vous devez vous mettre dans cette prédisposition. C'est en cela qu'ils ont prévu que, bon, au cas où, ce que vous êtes en train de dire, l'appétit vient en mangeant, quelqu'un sera appelé à faire des agitations, le président de la République peut demander qu'il soit limogé. Oui, mais c'est ça justement, c'est la chose la plus curieuse. Les deux sont élus le même jour, mais l'un peut décharger l'autre. Oui, c'est-à-dire, c'est pourquoi je vous parle c'est pourquoi je vous parle de nouveauté. On retient que il n'existe pas. Le président de la République est l'élu. Il est élu également. Non, je dis, dans notre contexte actuel, le président de la République est l'élu. C'est lui le seul élu. Mais il a un nombre en cas de vacance de pouvoir. Donc l'autre ne peut exister que lorsqu'il y a vacance. Donc si tu retiens ça, je ne vois pas. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale depuis 1995, ils ont toujours des suppléants. Vous avez vu leurs suppléants? Vous n'avez jamais vu leurs suppléants? C'est vrai que ça n'a pas les mêmes ampleurs quand on parle du président de la République. Mais pourquoi on veut qu'on expérimente toujours la même chose? Moi, je trouve ça pertinent et je pense on va expérimenter. Et je suis convaincu que les laboratoires constitutionnels s'en servent déjà et ils vont étudier et ils vont certainement améliorer. Vous êtes d'accord avec moi que toutes les théories sont mises à l'épreuve. Si toutes les théories ne sont pas mises à l'épreuve, on ne parlera pas de la République en marche
en France. Pourquoi vous ne dites pas que pourquoi on parle de République en marche? Donc je crois que c'est la même chose que nous vivons et je trouve assez pertinent, surtout qu'on estime qu'il sera au moins le grand chancelier, ça veut dire qu'il s'en occupe. C'est pas beaucoup d'attributions, hein? Le grand chancelier. Attendez, c'est déjà mieux. C'est pourquoi je me dis, mais pourquoi ne pas étendre cette situation au niveau des mairies? Et ça va permettre d'apaiser un peu les tensions au niveau lors des élections. Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'une des raisons pour lesquelles, au moment de confectionner les listes, il y en a qui estiment que, bon, j'ai toujours été suppléant, j'apporte plus de voix, alors que je n'ai jamais la chance de siéger, etc. Et on s'en va créer une alliance ou bien on crée un parti et ça fausse les choses. En tout cas, pour moi, non seulement c'est une nouveauté, mais c'est une forme d'amélioration du régime présidentiel et je suis convaincu que ça fera école et les gens vont se dire, si nous avons tant de problèmes par rapport au régime parlementaire semi-présidentiel, pourquoi ne pas expérimenter ce que le Bénin fait et ça nous permet. Bon, si tout va bien, le vice-président peut ne jamais exercer. La preuve, depuis 1991, nous n'avons jamais eu de vacance de pouvoir. Bon, c'est pourquoi je dis que dans notre cas, ce n'est pas institutionnalisé. Donc, théoriquement, c'est que ça n'existe pas et que ça ne saurait exister parce que les deux ne peuvent pas exister. En fait, on va donc progresser dans cette émission. Quand on prend les changements qu'il y a eu sur la loi fondamentale, il y a notamment cette question de parrainage qui suscite également un peu de polémique. Qu'est-ce qu'on a voulu faire exactement? Est-ce qu'on a voulu recopier le modèle français? Est-ce qu'on a voulu recopier le modèle américain? Parce que là-bas, on sait que l'élection présidentielle est quand même un peu complexe et très compliquée. Il y a la question des grands électeurs. Ensuite, ce n'est pas le peuple qui vote, mais les grands électeurs. Mais ici, on va faire un parrainage pour voter le président de la République et ensuite, le peuple ira voter encore à nouveau. Qu'est-ce qu'on règle comme problème exactement? En fait, personne. Et c'est en cela que je parle d'innovation. Là également, bon, les initiateurs ont estimé qu'ils n'ont fait que normaliser ce qui se faisait dans l'informel. Pour les élections présidentielles, il y a toujours un groupe qui décide et qui porte un candidat. Ça a toujours été comme ça, mais vous ne voyez pas. Et si on a la multiplicité des candidatures, c'est une technique simplement pour fractionner les voix, pour permettre qu'on puisse aller nécessairement au second tour. Parce que tout le monde sait que l'élection est régionale chez nous, c'est-à-dire que les populations voient beaucoup plus le fil du terroir. Et de ce fait, en multipliant les candidatures, ça permettait de casser les voix et on allait au second tour. Et quand on va au second tour, qu'est-ce qui se passe? C'est des jeux d'alliance, des reports de voix pour pouvoir négocier des différents postes, etc. Donc, tout ça là, ça se joue dans l'informel où on ne voit pas. En allant vers le parrainage. Donc, je dis, c'est une responsabilisation désormais de ceux qui décident. Et ils seront désormais à visage découvert. Vous saurez que c'est tel maire qui a telle candidature, etc. Ce qui est bien dedans aussi, depuis 1991, si nous avons connu d'avancées ou d'échecs, est-ce qu'on est capable d'imputer la responsabilité à un parti politique? Non. C'est à des individus. On élit un président, 5 ans après, on dit qu'on n'est pas d'accord. Si on prend la première mandature, celle du président Soglo, c'est avec enthousiasme qu'on l'a porté au pouvoir. Et malgré qu'il était malade, on a souhaité qu'il résiste. Il a résisté. Mais déjà en 91, en 96, nous sommes les mêmes à dire non. Et on a préféré ramener encore le général Mathieu Kérékou. Mais ceux qui ont ramené le général Mathieu Kérékou, 2 ans après, ont estimé qu'ils se sont trompés.
bon, moi j'ai toujours l'habitude de dire que les vrais leaders politiques qui n'arrivent pas à faire une prévision plus ou moins exacte sur le court terme, c'est-à-dire 2 à 3 ans, que ça ne fait pas sérieux. On ne peut pas 1 an, 2 ans après commencer par dire on s'est trompé. En 2006, on a fait la même chose. Mais déjà, à partir de 2010, pour le renouvellement, les mêmes ont dit on s'est trompé et je crois que c'est là où on est allé de changement à la refondation. Donc, le président Dallois a dit, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision, avec ce que je fais, on n'a pas besoin de se séparer nécessairement, revenez, on va rediscuter et on va prendre d'autres tournures. Et c'est là où on est passé du changement à la refondation. Mais malgré ça, on a essayé que... Donc, maintenant, on veut responsabiliser les partis politiques. Et demain, si ça ne marche pas, on saura que c'est tel ou tel parti. Ce que le seul hic, et il faut le reconnaître, c'est le contexte dans lequel les élections législatives de 2019 ont été organisées, où nous n'avons pas réussi à avoir toutes les tendances. Si on avait réussi à avoir toutes les tendances, moi, je ne... Justement, est-ce que ça ne pose pas un problème au niveau de la question du parrainage? Non, je dis que c'est ce qui pose un peu problème, mais tout peut s'ajuster et qu'avec le temps, les choses vont s'ajuster. C'est pour ça qu'on ne s'est pas limité au parrainage des députés. Je crois que c'est aller au niveau des élus locaux. Les élus locaux, je crois que je n'ai pas bien lu, c'est seulement les maires, non? Les maires. Bon, peut-être que si on fait l'expérience, on verra s'il faut l'étendre au niveau de tous les élus locaux. Mais n'oubliez pas, on ne peut pas prendre isolément les aspects là. Et le parrainage n'est pas venu tout seul. Le parrainage est venu avec le statut de l'opposition. Donc, or, vous savez que dans le contexte actuel, c'est difficile de faire l'opposition. Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire l'opposition? Non, vous n'êtes pas sans savoir que critiquer un pouvoir en Afrique, il y a les représailles, c'est tout à fait normal, parce que la politique, c'est-à-dire l'objectif de tout homme politique ou parti politique, c'est la conservation. Celui qui a le pouvoir cherche à conserver par tous les moyens, et celui qui n'a pas utilise aussi tous les moyens pour pouvoir arracher. C'est pour ça que de part et d'autre, on parle de stratégie qu'on développe. Mais malheureusement, chez nous, en Afrique, l'opposition pense qu'il faut, par des moyens forts, toujours renverser. C'est ça qui crée un peu de problème. Monsieur Sounon, 160 élus pour décider de qui pourra être candidat à l'élection présidentielle, une façon de décider de qui pourra être président de la République. Est-ce que vous pensez que nos élus ont la carapace nécessaire pour mériter notre confiance en termes d'intégrité, en termes d'indépendance? C'est vrai que la lutte contre la corruption, on va le poursuivre. Nous luttons ardemment contre la corruption. Mais vous pensez que nos élus, on peut leur faire confiance à ce niveau-là? Non, je préfère qu'on fasse confiance aux élus. Et quand vous parlez de 160, je vous ai toujours dit que dans l'ombre, vous ne savez pas comment les gens sont candidats. Et généralement, à chaque élection présidentielle, vous avez au plus 4 candidatures de taille. Mais ils ont toujours l'aval des élus locaux. Donc c'est pourquoi je dis, et ça c'est dans l'ombre, et vous ne savez pas comment c'est négocié. Et que maintenant, là, ça sort à visage découvert. Et on sait. Maintenant, lorsqu'on parle de 160, le monde est gouverné par des lois. Et généralement, on parle de la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est-à-dire 20%, on applique souvent au secteur commerce, 20% du produit que vous vendez contribue à 80% de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que il suffit seulement que vous vous occupez correctement de ces 20%. Vous avez déjà la grande partie de ce que vous voulez, vous gagner. De la même manière, ça a toujours été une petite portion. Et plus tard, vous entendez les leaders qui ont dit, bon, c'est nous qui l'avons fait.
aucun président de la République n'est venu ex nihilo comme ça. Mais vous n'avez jamais la certitude pour dire que c'est tel ou tel. On est en train d'évoluer progressivement. Et nous avons l'habitude de copier les grandes puissances. Regardez comment ça se passe en France, etc. On ne voit pas des individus. S'il y a échec, on est convaincu que soit c'est la faute aux socialistes ou bien c'est la faute aux libéraux, etc. Mais chez nous, on n'arrive pas à le faire. Donc, on y va là et je suis convaincu que ça va, il y aura un peu de grincement dedans, mais ça va s'ajuster. Et je dis, je regrette. J'aurais aimé que tous les 10 partis politiques auraient pu participer et le paysage serait clair. On allait faire la campagne comme cela se doit. Mais il y a les communales de 2020 où l'opposition certainement aura au moins 10%, c'est mon souhait, pour permettre. Et ce système de parrainage nous permet également de limiter le nombre de candidats. Désormais, on n'aura plus 30 et quelques ou cela. On aura au maximum, lorsqu'il y aura une répartition aussi linéaire du système de parrainage, et on aura, je crois, au maximum 10 candidatures, sinon au maximum 9. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le cas de figure qu'on a eu pour les législatives, c'est-à-dire au regard de la loi, de ce qu'il faut respecter la loi, il faut respecter tous les critères pour pouvoir être candidat. On a retrouvé finalement que 2 listes pour les législatives. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir finalement peut-être 1 ou juste 2 candidats pour la présidentielle? Est-ce que ce ne serait pas le revers de la médaille? Non, s'il faut respecter la loi, il faut respecter la loi. J'ai toujours l'habitude de dire que j'aurais aimé qu'on soit flexible en ce qui concerne l'application des lois quand c'est une transition. C'est-à-dire que quand c'est une transition, qu'on puisse chercher à être un peu flexible. Mais si tel est le cas, bon, par exemple, quand je prends la 8e mandature, bon, j'ai l'habitude de dire qu'au moins, elle nous permet d'éviter le vide juridique. Si elle n'était pas là, le vide juridique aussi a un coût que personne n'arrive pas à évaluer. Et même aux partenaires, c'est ce que j'ai l'habitude de leur dire, l'absence d'une infrastructure a un coût que nous supportons. Ça fait que même si nous nous endettons à des taux élevés pour le faire, ça compense les pertes dues à l'absence de l'infrastructure. C'est pareil pour le vide juridique au niveau de l'Assemblée nationale. Ça aura nécessairement un coût social. Nous allons progresser rapidement, M. Gustave Solon. Il nous reste environ une dizaine de minutes, moins d'une dizaine de minutes, donc environ 3 sujets que nous allons aborder également. Dans la nouvelle Constitution, il y a la limitation du mandat des députés. Nous savons que depuis 1990, il y a des députés qui sont encore en fonction. Ce n'est qu'à l'avènement de la dernière législature qu'il y a certains députés, certains anciens députés qui ne sont pas revenus. Certains estiment que ces vieux députés, ces anciens, ont beaucoup d'expérience et ont beaucoup à apporter à l'Assemblée nationale. Cette fois, nous avons une équipe très jeune. Beaucoup se disent également, et les critiques fusent surtout au niveau de l'opposition, qu'ils ne sont pas expérimentés. Est-ce qu'on ne crée pas un problème? Juste 2 mandats pour les députés. Est-ce que... Non, c'est 3 mandats. 3 mandats, pardon, pour les députés. Est-ce que ça permet à l'élu de jouer vraiment son rôle? Non. Personne n'est des députés, personne n'est des ministres, personne n'est des choses là. Et par rapport à la limitation des mandats, moi j'aurais même aimé que les députés aillent plus loin pour se limiter. Non, 2 mandats. 2 mandats. C'est-à-dire que si tu fais 5 ans renouvelables une seule fois, ça suffit pour que tu permettes à d'autres de faire l'expérience. Et de ton pose par rapport à l'expérience. Moi je ne suis pas député, mais je donne quand même des conseils à ceux qui sont députés de ma localité. Et qu'on aille plus loin, donc je parle là, non seulement pour étendre ça à tous les postes sélectifs et nominatifs. C'est-à-dire, tu es directeur là. Si on te dit tu fais 5 ans renouvelables, ça va permettre, ça va régler beaucoup de problèmes. Parce que vous voyez, de plus en plus nous sommes nombreux. Et c'est ça qui amène, lorsque une seule personne prend un poste donné et qui conserve aussi longtemps que possible, ça crée des tensions. Mais s'il fait bien et qu'il a la compétence, qu'il arrive à rendre comme il faut, après, est-ce qu'il faut changer? Après 2 mandats, soit 10 ans,
même si tu es bien, tu baignes dans la routine. Et lorsque tu baignes dans la routine, on a l'impression que tu travailles, mais tu ne travailles plus. Tu travailles pour les autres. Ceux qui sont autour de toi profitent de toi que le travail que vous rendez. Et ce sont ceux-là qui font qu'on estime que non, tu travailles et qu'on doit te maintenir. Donc, c'est pour dire que la limitation de mandat, si on étend à tous les postes sélectifs et nominatifs, ça va régler aussi les problèmes de génération. C'est-à-dire qu'on aura un renouvellement systématique et puis une répartition. Donc, du coup, on ne saurait plus être aussi tendu lors de la confession des listes. Tu sais que, bon, il fait 2 ans, il fait 2 mandats. Certainement, si je suis bien, ça va être mon tour. Et ça va permettre à chaque génération de s'occuper de ces problèmes. Moi, ma génération, on a connu des problèmes. Les plus jeunes que moi, nous ne vivons pas la même chose. Et il y a des générations qui n'ont pas connu l'Android, mais qui veulent maintenant régler le problème de ceux qui connaissent l'Android. Vous êtes d'accord avec moi que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'estime que... Et même vous-même, vous voyez, non, mais les vieux, c'est eux qui nous vaut beaucoup plus. Pas tous vieux. Non, ils ne sont pas... Non, ils seront plus utiles. J'ai donné cet exemple à quelqu'un. Au moment où moi, j'avais par exemple le bac dans mon village, peut-être nous étions à peine 1 ou 2 personnes. Si on demandait à nommer, par exemple, quelqu'un, la base, c'est 2 ou 3 personnes. Mais aujourd'hui, si on pose la question, on dit, bon, donnez-nous un bachelier. La base aujourd'hui, c'est plus de 50, c'est plus de 100. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si la seule personne vient et que c'est un poste où c'est 5 ans renouvelable, il fait 5 ans dans qu'à partir pour donner la chance à quelqu'un d'autre de faire choix. Donc, c'est pourquoi je dis, mon souhait, c'est que les députés iront encore un peu plus pour réduire à 2 mandats et étendre à tous les postes électifs, nominatifs. Et ça va nous permettre de renouveler la classe. Monsieur le ministre, toujours par rapport à cette modification conditionnelle, le président de la République peut désormais ratifier les accords de frais. Et il y a même jusqu'à 90 jours pour pouvoir en parler à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cela ne vient pas renforcer davantage le pouvoir du président de la République? Le président de la République a déjà tous les pouvoirs. Et puis la ratification des accords par le Parlement. Je reconnais que c'est une fonction dévolue au Parlement parce qu'on dit représentant du peuple. Mais le président de la République, c'est le seul élu aussi du peuple. Et puis, par rapport, moi, principalement, c'est un faux débat à ce niveau également. Parce que la ratification des accords dont on parle là, c'est souvent dans la monnaie étrangère. Si le président de la République veut emprunter dans une monnaie locale, CFA, que nous avons, il peut librement emprunter, par exemple, 1000 milliards. On n'a pas recours au Parlement. 1000 milliards de francs CFA. Mais s'il veut prendre 10 dollars, je dis bien 10 dollars, le fait que c'est en monnaie étrangère, il a l'obligation de recourir au Parlement pour parler de ratification. Et sur toute la route. Et 10 dollars, c'est combien? Soit 6 000. Et comme ça se passait. Non, c'est comme ça que ça se passait. Oui, bon, maintenant... C'est comme ça parce qu'il y a beaucoup plus de l'argent qui vient de l'extérieur, que l'aide extérieure est plus importante que ce que nous avons. Non. Il faut voir la structure du budget de l'État. L'aide extérieure vient combler le déficit et quand ça ne suffit pas, on arrive à emprunter. Mais les emprunts obligataires, les bons de trésor, on n'a pas recours au Parlement. C'est un peu ce que je dis. J'ai caricaturé pour dire que c'est un faux problème. Maintenant, cela est doublé de la constitutionnalisation de la Cour des comptes. On a la Cour des comptes. Le budget, c'est voté par le budget de l'État. C'est voté par l'Assemblée nationale. Et en votant le budget, s'il y a de contributions, etc., ça doit figurer. Ensuite, c'est le même Parlement qui vote la loi de règlement pour contrôler après, pour dire oui, c'est bon, ce n'est pas bon. Donc, bon, on estime que... Moi, je ne dis pas que c'est... parce que la ratification, ça prend du temps, etc. Non, ce n'est pas ça. Parce que jusqu'à nouvel ordre,
bon, ça n'a jamais posé de problème au niveau du Parlement, à part les questions politiques où, à des moments donnés, les députés disent, bon, on ne veut pas. Les seules choses sur lesquelles les députés agissent lors des ratifications, quand ça concerne un projet, ils arrivent à intervenir pour dire, bon, chacun tire un peu pour dire, bon, si c'est pour créer l'eau pour tel projet dans telle localité, il faut prendre en compte ma localité, etc. Donc c'est pour dire que là aussi, c'est vraiment... je trouve le débat pertinent, hein, pertinent, mais c'est là où également c'est un faux. Oui, oui, oui. Puisque je peux m'endetter plus de 1000 milliards sans cela. Nous allons clôturer cette émission, Gustave Selon. Nous allons parler du bloc républicain. On a beaucoup de questions là-dessus. À quel niveau vous situez-vous aujourd'hui au niveau du bloc républicain? Je suis membre fondateur. Et c'est un peu ce que je vous dis. C'est parce que je n'ai pas des ambitions individuelles fortement exprimées que, apparemment, on ne me sent pas trop, mais je suis fortement. Ça veut dire quoi? Vous ne voulez plus un mandat électif? Vous ne voulez plus aller sur le terrain? Non, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain, justement. C'est-à-dire que... Sur le terrain, mais vous dites que vous n'avez pas d'ambition personnelle. Oui, vous savez, lorsque les ambitions personnelles ne font pas avancer le groupe, et forcément, vous êtes d'accord avec moi que quand dans un groupe, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Il y a des gens qui veulent être simplement maire, conseiller, d'autres veulent être député. Si toi, tu as eu la chance, déjà, tu as été député une fois, il faut permettre à d'autres de s'essayer. C'est pourquoi, dans le groupe, je l'ai dit, chacun rend ses ambitions personnelles. Et nous allons défendre le groupe. Parce que quand je le dis, les gens pensent que, bon, j'abandonne. Je n'abandonne pas. Parce que je peux être utile, rien que par des conseils, rien que par ma présence, rien que par ma présence. Il y en a qui disent, beaucoup m'ont dit, je veux parler des parents, des choses là, ah non, je sais que si tu es là, tu vas guider les gens et on est rassuré. C'est à cause de toi qu'on vient. Votre seule présence, et justement aujourd'hui on dit qu'il y a plusieurs ailes au sein du parti, on dit qu'il y a l'aile ABT, l'aile Bian, l'aile Badamassi, l'aile Kassa. Vous êtes proche de qui? Moi je suis proche de tout le monde. Ils sont tous mes amis, que ce soit Kassa, le Laurent Kassa, le ministre d'État Biotchane et le ministre Abimbola. Il n'y a pas d'aile en réalité. Et c'est inhérent à toute organisation que, bon, et quand je parle d'ambition, s'il y a les élections, il faut quand même que les gens, ils vont d'abord exprimer. Vous savez, quand on veut faire les élections, on demande d'abord les volontaires et après des propositions. Moi, j'aurais aimé beaucoup plus que dans un groupe, on table sur les propositions que sur les volontaires. Parce que ce sont les volontaires qui frisent. C'est pour ça que dans un groupe donné, vous êtes d'accord avec moi, si on forme un groupe, il y aura nécessairement des affinités. Et lorsque nous allons faire maintenant le congrès, puisque pour le moment nous sommes dans la période transitoire, tout va se normaliser. Est-ce que vous ne risquez pas de laisser trop de plumes avant ce congrès? Non, pas du tout. Au contraire, quand guerre de leadership par interne, ça fait trop de bruit. Non. Au fait, la guerre de leadership interne, c'est inhérent à toute organisation. Et au niveau du bloc républicain, je crois que ça n'existe pas. Les gens alimentent beaucoup plus. Ceux qui ne veulent pas nous voir nous unis là, ce sont eux-là qui alimentent beaucoup plus. L'Union progressiste se fait moins de bruit. Sous quelle forme? Mais quel bruit? Qui vous a dit qu'il vient nécessairement le chef? Le reste là, je vous dis, c'est les gens qui alimentent. C'est les gens qui alimentent. Non, moi, je crois qu'on est serein au niveau du bloc républicain. Et chaque week-end, vous voyez, il y a de nouvelles adhésions. Tôt ou tard, j'ai eu à dire, ça va être le parti qui va s'imposer beaucoup plus. Parce que c'est un parti qui met l'accent sur les jeunes, les femmes et le renouvellement. La preuve, moi, de la 24e, j'aurais pu me battre, faire les coulées de nuit, de tout, pour aller aux élections. Mais j'ai préféré laisser la place à de plus jeunes. Mais ils savent que je ne suis pas resté à la maison, que je suis battu comme si j'étais candidat. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour vos opinions. Merci pour votre éclairage. Jean-Luc, merci. Merci, Mesdames, Messieurs. À bientôt sur Videos. Merci.